Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. On dit bonsoir à Mylène Gilbert-Dumas qui aujourd'hui va nous parler de son travail de écrivain et en particulier de son livre Youconness. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer d'où vous venez? Je m'appelle Mylène Gilbert-Dumas, je suis romancière et je viens de Sherbrooke, où j'habite maintenant, mais j'ai été 20 ans, j'ai fait mes études et j'ai aussi enseigné dans la ville de Québec en 20 ans, mais ça fait 16 ans que je suis revenue à Sherbrooke. Pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est dans le sud de la province, à environ 30 minutes de la frontière américaine. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée dans la littérature? Oui, et j'ai pas eu le parcours typique, mais je pense qu'il n'y a pas de parcours. Chaque écrivain a son chemin pour arriver là. Alors moi, j'étais adolescente dans les années 80. Alors dans les années 80, si on était bon à l'école, on était orienté en sciences. Si on était une fille, on nous poussait vers les métiers non traditionnels. Alors, je suis rentrée à l'université pour devenir ingénieure en électricité, où j'ai fait 6 semaines seulement, parce que c'était absolument pas ma place. Mais j'ai toujours écrit. J'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans. Et quand j'étais adolescente, quand j'allais je gardais les enfants les plus jeunes parce qu'ils se couchaient tôt le soir et je pouvais écrire toute la soirée. J'ai écrit mon premier roman comme ça. Je ne l'ai jamais terminé parce que je n'avais pas de technique ou rien. J'écrivais comme ça venait. Alors, quand j'ai lâché l'université, je suis allée travailler, puis travailler au salaire minimum. Quand on est une première de classe, il y a quelque chose de frustrant. Alors, je suis retournée à l'université voir l'orienteur. Je lui ai dit, je veux devenir écrivaine. Et il m'a dit, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça, ma petite fille. Alors, il m'a orientée en enseignement du français au secondaire, où j'ai commencé à l'âge de 23 ans. Et à l'approche de 30 ans, je réalisais que, bon, je suis en train de passer à côté complètement parce qu'un prof au secondaire, ça prépare des cours, de français surtout, ça prépare des cours, ça donne des cours, ça corrige. Et au travers de ça, j'avais eu ma fille. J'étais juste toujours en train de travailler pour l'école, jamais sur l'écriture. Alors, à 30 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel et j'ai écrit mon premier roman. Ça m'a pris 5 ans. J'ai publié, j'avais 35 ans. C'est comme ça que je suis entrée. Je suis entrée avec. C'est intéressant parce que j'avais eu. La première fois, j'ai envoyé mon manuscrit à 10 éditeurs qui l'ont tous refusé. Mais comme ça m'avait pris 5 ans pour l'écrire, je savais qu'il était bon. Il y avait juste au début au début du texte, j'étais moins bonne qu'à la fin parce que je maîtrisais moins bien la technique narrative. Alors, j'ai pris un document Word vierge et j'ai réécrit mon livre au complet. Je n'ai pas arrangé le texte, je l'ai tout réécrit. Et là, je l'ai envoyé encore à 10 éditeurs et je l'ai aussi soumis au prix Robert Clich. J'ai été sélectionnée. Finalement, j'ai gagné le prix Robert Clich 2002. Alors, c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu. Et ce même livre-là a été finaliste au Grand Prix de la Relève Archambault. Alors, l'année suivante, alors je me disais, bon, ben peut-être que c'est un bon mot. Finalement, je suis en train de faire vraiment ce que je voulais faire. Et j'avais écrit un roman pour les jeunes, Mystique, qui était publié à la courte échelle, republié chez Soulière sous le nom Sur les traces de Mystique. Et ce roman-là a reçu un saut d'argent, M. Christie, l'année où il est sorti. Alors, j'avais 2 titres avec 3 mentions. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est la bonne chose finalement. Alors, j'ai laissé mon emploi d'enseignante et j'ai commencé à écrire à temps plein et j'ai vécu de ma plume tout de suite. Parce que je suis rentrée, je pense que je suis rentrée au bon moment. Beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire ce que j'ai fait. Et donc, c'est votre unique profession. Vous vivez Oui, de ce métier d'auteur. c'est ça. J'ai quitté l'école en juin 2003 et quand je suis retournée dans les écoles, c'était pour parler de mes livres. Jamais retournée comme pour enseigner, mais j'ai quand même mon brevet, ce qui fait que je me disais, si ça fonctionne pas, je peux retourner enseigner, mais ça a fonctionné tout de suite. Alors, je suis arrivée au Salon du Livre pour mon deuxième roman historique, j'avais une file devant mon kiosque pour signer. Alors, je me suis dit, bon, ben, j'avais pris une sabbatique la première année quand j'ai arrêté, mais après ça, au bout d'un an, j'ai juste donné ma démission, puis je me suis dit, ben, au pire, je retournerai enseigner, j'ai mon brevet, mais j'ai jamais eu besoin d'y aller. C'est depuis juin 2003, alors ça fait 12 ans. Et vous regrettez pas votre décision?
Oh non, non, de 22 ans. Ouais. 22 ans. Oui, non, je n'ai jamais regretté ma décision, en fait, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et c'était juste trop profond. J'écrivais déjà à l'âge de 8 ans. Alors, ça a juste comme sa place. J'ai pas eu de difficulté non plus à m'habituer parce que je suis très disciplinée. Les gens qui font ça, qui sont pas disciplinés, vous savez, à la maison, il y a toujours autre chose à faire. On peut avoir du ménage, on peut cuisiner, il y a de la lessive, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, il faut être très discipliné. Et parce que je le suis, j'ai été capable de faire ça. Et les auteurs que je connais qui gagnent leur vie avec leur plume sont des gens très disciplinés. Mhm. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le titre de votre premier roman? Et ça s'appelle Les Dames de Beauchesne, le tome 1. Mhm. C'est sur la guerre de 7 ans, en fait, la fin de la Nouvelle-France. Ma série, il y a 3 tomes pour Les Dames de Beauchesne. Et les trois livres, les 2 premiers parlent de la fin de la Nouvelle-France et le troisième, le début du régime anglais après la prise de Québec et la chute de Montréal. Alors, je voulais raconter cette période-là parce que à 17 ans, je suis partie vivre à Québec. Et Québec vivait dans le Vieux-Québec. Alors, tout avec tout aspect, le patrimoine historique. Et là, la maison où vivait mon calme était encore là. C'était très intéressant pour moi de raconter ça du point de vue des femmes, c'est ce qui m'a intéressé, là, les civils, parce que la partie de la guerre, on la connaît, elle est renseignée à l'école, mais comment les civils ont vécu ça, c'était pas présent dans les manuels scolaires, alors je voulais raconter comment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches là, pour réussir à rendre ça au niveau humain, au niveau des civils aussi. Mhm. Ok. J'en profite pour préciser à tout le monde que on a les 3 tomes euh, à la bibliothèque et que voilà, si vous êtes intéressés, on les a, donc vous pouvez venir les emprunter. Euh, Avant qu'on se connecte tout à l'heure, vous me parliez rapidement du processus d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu ce qu'il y a près de vous? Quel est Oui, votre oui. processus d'écriture? Comment est-ce qu'on arrive à la fin à avoir un vrai roman? Oui, ben en tout cas, dans mon cas, à moi, ça prend du temps avant que je puisse m'installer pour écrire. Parce que c'est ça, ici, il y a toute une liste de. Ça, c'est pour un roman. J'ai un roman qui va sortir en février, un roman de fantasy. Et c'est la documentation avec laquelle j'ai travaillé. Alors, il y a beaucoup de livres, mais il y a des cartes, il y a des carnets avec les prénoms, les noms des personnages pour que je puisse me retrouver parce que cette série-là va avoir 21 tomes. Si je les fais tous, alors il ne faut pas que je me mêle entre le premier et le dernier. Et il y a plein aussi de. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dans les mains? Vous ne Un voyez petit pas, peu hein? plus haut, voilà. Oui, je vais juste incliner un petit peu l'écran. Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours des notes parce que le meilleur moment pour moi pour avoir les idées, c'est en plein cœur de nuit, toujours. C'est obligé. Alors j'ai une tablette avec un crayon, puis je prends toujours les notes en plein cœur de nuit. J'utilise beaucoup de livres parce que j'aime travailler avec le fond de culture, si on veut, les patrimoines un peu partout. Ça, c'est la quête d'Inanna Ereshkigal, et c'est très intéressant. C'est un texte sumérien, mais qui date de plusieurs milliers d'années. C'est ça, j'ai les noms, des carnets avec les noms des dynasties, j'ai de la documentation, j'ai des cartes que je dessine moi-même, et c'est au grand dam de mon éditeur qui ne comprend pas ce que je veux faire avec, mais peut-être que vous voyez si je fais ça. Ouais. Je travaille toujours avec des cartes et je fais des plans pour le livre, pour avoir une idée d'où est-ce que je m'en vais. Parce que une fois que toutes les choses sont rendues dans ma tête, là, je peux m'asseoir pour écrire. Je connais les lieux, j'ai fait le plan, je fais du roman historique, je fais le schéma, mais historique. Tous les événements historiques comme ils ont eu lieu, tricoter au travers de ça. Quand j'ai écrit le livre de Judith, c'est un roman d'espionnage sur les femmes du SOE pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le SOE, c'était une agence britannique qui faisait partie des services secrets, mais qui envoyait des agents faire du sabotage en France, entre autres, parce qu'ils recrutaient au Canada, ici, les Canadiens français. Et c'était très intéressant d'apprendre qu'est-ce qu'il y a dans les cours quand on forme des agents de sabotage. Il y a un cours qui s'appelait, par exemple, Silent Killing. En tuer sans faire de bruit. Ça donnait une bonne idée. Alors, une fois que moi, j'ai toute la matière, c'est comme un gros chaudron de marmite de sorcière, un peu. Je mets tout dedans et ça sort tout seul. Et ça sort beaucoup la nuit et très tôt le matin. Alors, je fais des notes, mais je travaille
travaille de 3 heures l'après-midi à 7 heures, 8 heures le soir pour écrire. Mais les idées viennent le matin, mais c'est pas formé. Alors, même si je m'assois pour écrire, ça avance pas. C'est pas là où ça sort de façon articulée. C'est les idées qui viennent, on peut pas les... on peut juste les prendre en note puis les laisser, puis essayer de les travailler après. Alors, je travaille de 3 heures à 7, 8 heures. Des fois plus long, si je suis vraiment dedans, puis que je n'ai pas envie de lâcher ça. Et dans ce temps-là, c'est mon mari qui va chercher une pizza pour souper. Mhm. Parce que si je travaille jusqu'à 8h, 8h30, des fois, il est trop tard, là, il va juste chercher la pizza, ça règle ça. Mais sinon, non, c'est ça. Puis je travaille des blocs de 30 jours. Ça fascine beaucoup les gens parce que pendant 30 jours, je ne vois personne. Je sors pas de chez moi, à part promener mes chiens, je veux pas de visite. C'est mon mari qui répond au téléphone. Je suis pendant 30 jours dans mon texte. Et ensuite, je fais une pause pour 2 semaines parce qu'au bout de 30 jours, je suis un peu fatiguée. Et là, ces 2 semaines-là, je vais dans les cafés, dans mon quartier, je vois des gens, je reçois des gens à souper. Et à bout de 2 semaines, j'arrête encore et je m'enferme 30 jours. Et c'est comme ça que je réussis à faire un roman par année. Mhm. Et quand vous dites un roman par année, c'est le temps que ça vous prend pour écrire Ça, ou le en temps que fait, ce soit publié? En fait, ça va ensemble parce qu'ils sont tous décalés, les romans. Parce que moi, je finis un roman, ça prend environ 6 mois à mon éditeur pour lui donner. Mais quand je finis, c'est pas quand je finis le brouillon. Quand je finis le brouillon, je laisse le roman de côté pendant 1 mois. Ensuite, je le reprends parce que quand on écrit, on voit seulement ce qui est dans notre tête quand on lit. Alors, si je prends le texte tout de suite après l'avoir écrit, je ne suis pas capable de lire ce qu'il y a là. Dès que j'entre dedans, comme le film dans ma tête part, alors je ne vois pas ce qui est écrit. Donc, je ne sais pas si ce qui est écrit et que le lecteur va lire. Alors, il faut que je le laisse de côté 1 mois pour que quand je le reprends comme si je le voyais avec des yeux nouveaux. Pas parfaitement, mais quand même assez proche. Et après ça, je le donne à mon mari, qui est mon premier lecteur et qui est critique, très sévère. Et ça prend quelqu'un. Tous les écrivains doivent avoir une personne dans leur entourage à qui ils doivent donner le manuscrit à lire pour les fleurs. Les fleurs, ça ne fait pas écrire mieux. C'est la critique qui fait écrire mieux. C'est bien les fleurs. C'est bien que la personne nous dise ah oui, c'était bon. C'est le mais qui est important, qui fait qu'on va améliorer le roman. Et c'est ça. Après ça, je le reprends avec ces commentaires. Je réécris souvent des grandes. Ce processus-là dure 3 mois. Alors, je sais toujours quand j'ai fini mon brouillon, je peux dire à mon éditeur, je te donne le manuscrit 3 mois parce que je suis très disciplinée. Je vais arriver dans les 3 mois. Et ensuite, lui ou elle, parce que j'ai 2 éditeurs, enclenche le processus de publication, ce qui prend entre 4 et 6 mois, là, le temps de faire la révision, la direction littéraire, la révision, ensuite le montage des épreuves, la correction des preuves, la couverture et tout ce qui va avec. Là. Ça prend, selon mes éditeurs, c'est ça, environ entre 4 et 6 mois. D'accord. Ce qui fait qu'ils sont toujours décalés. Et quand le livre sort, moi, je suis déjà dans un autre, mais bien immergée dans un autre roman. Mhm. Et est-ce que vous avez votre mot à dire pour tout? Par exemple, la couverture, vous avez des libertés pour donner votre opinion ou ça vous est imposé? En fait, ça, c'est très intéressant parce que ce qui est visible sur un livre appartient à l'éditeur. Je vais prendre Youconnaise puisque vos abonnés l'ont lu. Ce roman-là, tout ce que vous voyez appartient à l'éditeur. Alors, c'est lui qui va s'occuper de la photo bien souvent. La petite biographie, c'est moi, je fournis les informations, mais c'est l'éditeur qui l'arrange. Le texte de 4e qui est ici, des fois, j'y participe. Des fois, on me donne des idées. Des fois, on m'envoie le texte en me disant ce que tu penses de ça. Même la couverture et tout le graphisme qui va dessus. Dans ce cas-là, on m'avait demandé si j'avais des idées et j'ai dit, on pourrait utiliser, c'est le style de Ted Harrison qui est un peintre yukonais. Alors, on n'avait pas les moyens, la maison d'édition n'avait vraiment pas les moyens d'acheter les droits sur un tableau d'un grand peintre comme ça, parce que c'est beaucoup trop cher pour mettre sur un livre. Mais on a donné un graphiste, on a dit, fais-nous quelque chose qui fait un peu funky, un peu comme le look de Ted Edison. Et ce que ça représente, en fait, c'est le village de Dawson City. Et si vous avez des gens qui sont déjà allés à Dawson City, on sait que c'est dans la cuvette, vraiment, avec les montagnes de l'autre côté, c'est sur le bord de l'eau. Alors, c'était très réussi. J'ai eu des éditeurs qui
ils faisaient tout sans moi, là, à la courte échelle, ils m'ont jamais rien demandé. Ils ont même écrit ma biographie sans m'en parler. Alors ça dépend, mais quand les éditeurs corrects, ils vont demander l'avis. Ils partent avec ça. Mais si on ne s'entend pas, c'est quand même l'éditeur qui décide. Tout ce qu'on voit, ça appartient à l'éditeur. Alors, mais le texte, c'est à moi, par contre. On ne peut pas toucher au texte qu'il y a dedans si je ne suis pas d'accord. Mais le reste, la plupart des éditions les éditeurs, ils veulent avoir nos idées. Mais moi, je dis souvent, je vais vous montrer quelque chose de très rigolo. Quand je suis partie pour le Yukon, le deuxième hiver, j'avais dit à mon éditeur, c'était pour mon livre L'escapade sans retour de Sophie Parent, il m'avait demandé, OK, qu'est-ce que tu veux comme couverture? Je dis, aucune idée, mets ce que tu veux dessus, juste pas que les gens pensent que c'est encore un roman historique. Alors, il a mis ça. Et quand j'étais dans une maison, je gardais une maison au Yukon, et quand c'est arrivé sur mon ordinateur, je me dis, mon Dieu, que c'est laid. Ça n'a pas de bon sens. C'est mon best-seller. Alors, les gens ont adoré cette couverture-là. Et ça a été ma grande leçon d'humilité en voulant dire, Mylène, aucun talent pour décider de ce qui va sur le livre. Laisse les éditeurs faire leur travail. Parce que ça a été vraiment un grand succès. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'ont acheté à cause de la couverture. Moi, quand c'est arrivé au Yukon, je peux vous dire que j'en ai pleuré parce que je me disais, je ne pouvais plus rien dire. Je lui avais dit, mets ce que tu veux parce que je ne le sais pas. Je ne pouvais pas lui dire après ça, oui, mais je ne veux pas que tu mettes ça. Je lui avais dit ça, faire ce qu'il voulait. Il m'a écouté, il a fait ce qu'il voulait. Et c'est ça, même le distributeur était vraiment quand il l'a vu. Mais quand on est allé au Salon du Livre, ça a été une bombe, finalement, ce livre-là, quand il est sorti. Et je sais pourquoi, c'est toujours bien ça. Souvent, on se demande pourquoi le livre fonctionne autant. La couverture, ça a été un gros attrait pour le livre, mais aussi parce que ça parle d'un sujet dont on ne parlait pas souvent. Il est sorti il y a 10 ans, il faut savoir ça. C'était les femmes qui font une crise de quarantaine où ils regardent leur vie rendue à 40 ans et ils disent « OK, c'est pas ça que je voulais, il faut que je fasse quelque chose, sinon j'ai la moitié de ma vie de passer alors. Est-ce que je veux que la deuxième moitié ressemble à ça? » Et c'est très cru dans le sens que la mère de famille, elle s'en va au Mexique toute seule dans le temps des fêtes. Elle laisse ses ados, elle a 2 ados, et son mari, puis elle s'en va, puis elle pense partir 2 semaines, finalement, elle est partie 3 mois. Et quand elle revient, elle arrange les choses à sa manière. Et ça a été comme un fantasme pour beaucoup de gens, le fait que mon personnage faisait ça. Alors, d'habitude, je reçois, vous savez, à peu près 2 cm de 1,5 cm de courriel ou de message quand je sors un livre. Mais pour celui-là, c'était épais comme ça. Là. C'est comme il en rentrait tous les jours. Les gens écrivaient toujours « Vous avez raconté mon histoire là-dedans ». C'était facile pour moi parce que j'ai vécu ça. J'ai écrit ce livre-là. J'approchais la cinquantaine et j'avais vécu la quarantaine. 40 ans, c'est un passage, on n'a pas le choix. Alors, je savais de quoi je parlais quand je l'ai écrit. Et manifestement, d'autres personnes se sont reconnues dedans. Une question qui n'est pas dans la liste que je vous avais envoyée. Pas de problème. J'improvise très bien. Je connais ma matière. Comment vous choisissez du coup les thématiques de vos livres? Parce que c'est très... vous avez plein de thèmes différents en fait. Oui, seulement le thème, mais beaucoup de genres. Un animateur de Radio-Canada m'avait dit une fois, tu vas être impossible à classer, à dire c'est un auteur de polar, c'est un auteur de roman historique, parce que j'ai fait de tout. J'ai fait un thriller politico-religieux, j'ai fait un roman d'espionnage, j'ai écrit 7 romans historiques, 7 romans d'aventure grand public pour les femmes. Je viens de publier un conte qui sort la semaine prochaine, un conte de Noël. Et en mois de février, je publie un roman de fantasy. Alors, impossible de nous mettre une étiquette. Mais en fait, c'est parce que c'est pas moi qui décide. Probablement qu'il y a une partie de moi qui décide, mais les sujets s'imposent d'eux-mêmes. Écrire L'escapade sans retour de Sophie Parent, c'était quasiment obligatoire. J'étais passée au travers et je me disais, il faut que je parle de ça. J'ai écrit Yukonaise, je suis arrivée là en résidence d'auteur à Dawson City en 2010, en décembre 2009, en fait, pour faire janvier, février, mars, et découvrir ce village-là, découvrir les femmes qui vivaient là, c'était juste trop extraordinaire. Je me suis mis à faire des entrevues avec tout le monde. J'avais une allocation parce que quand on a une résidence d'auteur, ça vient avec une bourse pour payer les
les repas et l'épicerie, tout ça. Et moi, j'ai décidé que tout cet argent-là, j'allais le dépenser à Dawson City. Alors, quand je demandais à quelqu'un, veux-tu faire une entrevue? J'aimerais t'avoir en entrevue, je vais payer la bière. Et si la personne, je savais qu'elle n'était pas, je vais payer le repas au restaurant. Et j'ai fait 60 entrevues comme ça pour écrire You Connaissent. Et c'était extraordinaire à faire, mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas ne pas écrire là-dessus. J'avais l'impression, parce que j'ai écrit aussi sur La ruée vers l'or, et j'avais l'impression que je rencontrais mes personnages dans la rue tellement les femmes à Dawson City sont indépendantes aujourd'hui. Elles l'étaient à l'époque de La ruée vers l'or. Dans le cas, c'est rigolo parce que comme ça s'enchaîne. J'écris sur La ruée vers l'or parce que je suis allée avec mon mari était président d'une centrale syndicale d'enseignants au Québec. Le congrès de la Fédération canadienne des enseignants en 2001 avait lieu à Whitehorse. Alors, je suis allée avec lui et pendant que lui était en congrès en train de travailler, moi, j'explorais la ville, j'explorais tous les environs de Whitehorse et je suis tombée dans les librairies sur des livres qui racontaient la vie des femmes qui sont seules pour aller au Klondike. Et bon, je ne savais pas qu'il y avait des francophones qui étaient là, extraordinaire à découvrir, mais de découvrir aussi qu'il y avait des femmes qui étaient parties seules. On parle ici là, de 1897. Là. Si le sujet ne vous intéresse pas, c'est comme, oh, ça se peut quasiment pas. Moi, c'était comme, wow, c'est donc bien génial. Alors, j'ai commencé à ramasser documentation sur les femmes qui étaient allées là, les biographies, la correspondance, ce que je trouvais sur ça, et le journal personnel aussi, des fois. Et j'ai créé mes 2 personnages avec ça. Je ne pouvais pas ne pas écrire là-dessus parce que je trouvais ça tellement extraordinaire. Alors, c'est toujours comme le sujet, il s'impose à moi toute seule. Je l'ai comme dans la face et que je ne peux pas ne pas écrire sur ça. Alors, quand je finis un livre, des fois, pendant une semaine ou 2, je ne sais pas sur quoi va être le prochain, mais ce n'est pas grave parce que je suis en vacances. Puis ça prend rarement plus que 3 semaines, puis un nouveau sujet qui est là. Des fois, il est là même avant que je finisse le livre précédent. Ça fait juste enchaîner, je recommence à travailler. Puis vraiment, pour moi, c'est pas difficile. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont le syndrome de la page blanche. Là. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est ça, j'ai commencé à écrire en 97. Jamais eu ça. Je me suis jamais assise devant mon ordinateur à me dire ce que je vais écrire aujourd'hui. Ça, c'est pas là. Ça vient vraiment tout seul. Mm. Et du coup, quand vous dites que effectivement vous avez plein de genres différents, etc., est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez écrire? Est-ce que vous préférez écrire pour les adultes, pour les enfants, plutôt le côté historique ou pas? Euh, en fait, ça vient avec le sujet. J'aime mon sujet quand je travaille sur un livre. J'aime profondément mon sujet. On n'a pas le choix hein, parce que quand on travaille un an et demi sur un sujet, il faut l'aimer. Parce que sinon c'est pas, on se lasse et on passe pas au travers. Très long. Le temps de lecture, vous savez, les gens vont passer 2, 3 jours, 4 jours à lire un roman, mais vous vous rappelez que l'auteur derrière, il a travaillé au minimum 1 an derrière pour réussir à écrire ce livre-là. Alors, il faut que le sujet, quand il me touche, il me touche assez pour que je le trouve assez génial et que j'ai envie de rester dedans longtemps. Alors que ce soit mes romans pour adolescents ou pour adultes ou le genre, je pense que ça va avec aussi où je suis rendue dans la vie. À Dawson City, le premier hiver, il y a une dame qui a été retrouvée morte dans un banc de neige. Elle était disparue le 31 décembre et le mercure chutait de 10 degrés. La température chutait de 10 degrés à chaque jour. Alors, quand nous, on est arrivés, il faisait moins 8. Le lendemain, moins 18. Le surlendemain, moins 28. Et en descendant comme ça, alors, rendu au 31 décembre, il faisait comme moins 48 cette nuit-là. Alors, elle est allée dans un jour de l'an. En revenant, elle s'est probablement assise dans un banc de neige, mais comme elle était ivre, elle s'est endormie là. Puis elle est tombée derrière. C'est tout petit Dawson City. C'est vraiment tout petit. Ils ont fait une battue dans le village pour essayer de la retrouver. Et ça, elle était tombée derrière le banc de neige. Il avait tombé un peu de neige parce qu'il ne neige pas beaucoup dans Dawson City, mais juste assez pour la cacher. Ce qui fait qu'ils l'ont cherchée pendant une semaine. Et moi, j'étais passée dans cette ruelle-là souvent. Alors après ça, j'avais comme j'aurais pu trouver le corps, ce qui aurait été assez marquant pour moi comme événement. Une fois qu'ils l'ont eu trouvé, je me disais, mon Dieu, c'est incroyable. Quelqu'un meurt
comme ça de froid. Et quand je suis revenue, j'avais un roman pour adolescents. J'ai écrit Mort suspecte au Yukon parce que c'était très marquant, toutes ces choses-là pour moi. Les aurores boréales, vous savez, c'était tellement fabuleux dans le Nord, les aurores boréales. J'ai jamais vu quelqu'un être de glace devant ça. On est comme, wow, remplit tout le ciel. Des fois, on a l'impression qu'on pourrait presque y toucher. Ben, j'ai tout exploité ça dans mon roman après mon premier hiver. Parce que toutes ces choses-là étaient vraiment bouleversantes pour moi. Là. Puis, évidemment que l'auteur travaille toujours avec les émotions. Quand les femmes du Klondike m'ont touchée, c'est parce que je les ai trouvées extraordinaires de faire ça. Je ne suis pas sûre que moi, à 20 ans, j'aurais pu partir comme ça, toute seule pour aller au Dawson City aujourd'hui, là, au Klondike. Il n'y a pas de route pour faire ça. Je vais traverser le Canada en train, ensuite prendre le bateau de Vancouver jusqu'à Skagway en Alaska. De là, fallait en plus avoir une tonne de provisions pour une année parce que la GRC ne permettait pas, il y avait le poste tout en haut des Rocheuses et il ne permettait pas aux gens de rentrer si elles n'avaient pas une année de provision. Parce qu'à cette époque-là, au Yukon, ils poussaient des roches et des épinettes. C'était à peu près juste ça. Alors, c'était pas. Il y allait avoir une famine si on laissait rentrer les gens sans provision. Alors, ces gens-là qui avaient traversé le Canada d'un bout à l'autre et ensuite ils prenaient le bateau jusqu'à Skagway et de là, ils traversaient les Rocheuses en faisant 30 allers-retours. Souvent, ça prenait un mois pour transporter l'équipement. Et une fois qu'ils arrivaient en haut complètement, là, de l'autre côté, il fallait construire un radeau parce qu'il n'y a pas de route au Yukon à cette époque-là. Construire un radeau, mettre les provisions sur le radeau, descendre le fleuve Yukon au printemps, 800 km jusqu'à Dawson City. Imaginez ça, des jeunes femmes de 20 ans qui font ça seules, sont parties toutes seules comme ça. Elles ont créé des équipes en chemin, elles ont fait des partenaires d'expédition. Et quand elles sont arrivées à Dawson City, elles ont travaillé dans les services. Alors, elles étaient dans les buanderies, les boulangeries, les auberges, les bordels, les salons. Et là, c'était des travailleuses autonomes. Alors, elles étaient tellement indépendantes que même par rapport à nos standards à nous aujourd'hui, on les considère comme indépendantes. Alors, moi, je ne pouvais pas être de glace par rapport à ça. J'étais obligée d'être émerveillée devant ça. J'ai écrit 3 tomes sur cette histoire-là parce que je les trouvais juste extraordinaires. Alors, si je suis motivée comme ça par le sujet, ça ne dérange pas. Puis c'est ça. Pour Ado, j'ai écrit, ça fait un petit bout que j'ai écrit pour Ado parce que j'ai quitté l'école en 2003. Alors, avec les années qui passent, je suis de plus en plus loin des adolescents. Parce que quand j'étais dedans à tous les jours, c'était facile, mais à mesure que le temps passe, je ne suis pas connectée avec les téléphones et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis pas certaine qu'on aurait la même chimie que quand j'écrivais, parce que je connaissais bien ce public-là. Il a changé maintenant, ce public-là. C'est plus les mêmes. Alors, c'est pour ça que j'écris plus pour adultes, mais pour le genre, tous les genres me fascinent quand le sujet me passionne. Mais alors, du coup, quand on vous pose la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre style? Vous êtes bien embêté. Oui, en fait, j'écris. Non, le seul critère que je peux vous dire, c'est que j'écris roman grand public. Dans le sens que ma plume est extrêmement accessible. On dit en anglais, easy reading is hard writing. Et c'est effectivement ça. Que d'écrire pour que ce soit très facile à lire, c'est beaucoup de travail. Et moi, je fais souvent 7, 8, 9 versions où je vais passer un papier sablé, moi j'appelle ça comme ça, c'est travailler l'écriture pour que nulle part là, qu'on le prend et je vous hypnotise, vous commencez à le lire, au bout de 2 pages, vous êtes tellement accroché et c'est fait exprès. Hein? C'est comme les gens qui m'écrivent, mais là, j'ai passé la nuit à lire ton livre, oui, mais je travaille très fort pour que ça qui arrive, pour que ce soit ça qui arrive, que tout s'enchaîne, il y a ma musique à moi qui vous hypnotise et je fais un travail sur l'écriture. En fait, c'est très difficile de décrire mon style parce qu'on ne le voit pas. Mon style, il est invisible, il est tellement travaillé que personne ne remarque le texte. Vous commencez à lire, puis vous êtes juste tapé dans l'histoire et vous le lâchez à la fin. Et je fais des chapitres courts et ça, c'est la drogue, les chapitres courts, parce que c'est des petits chapitres les auteurs, on compte en mots, mais d'environ 1200 mots.
Et ce qui fait que vous en finissez un, là, vous regardez, l'autre n'est pas très long, je continue avec l'autre. Et c'est très facile aussi d'arrêter quand on veut juste pour dormir, on ferme le livre, on arrive très vite à la fin du chapitre. Moi, je trouve difficile quand je lis un livre et que les chapitres ont comme 40 pages. Arrêter, c'est difficile, on arrête n'importe où. Alors que moi, je travaille avec des petits chapitres et la raison, elle est technique. J'écris un chapitre par jour. Alors, j'écris 1200 à 2000 mots par jour, un chapitre. Je commence le chapitre, quand je finis, il faut qu'il soit fini. C'est pour ça que des fois, je travaille plus tard. Il faut que le chapitre soit terminé. Alors, les gens qui le lisent, ils lisent plus qu'un chapitre, parce que c'est 1200 mots, c'est pas très long. Alors, c'est là quelle est la drogue. C'est juste que c'est très facile de dire, encore un chapitre. Là, à la fin du chapitre, on est vraiment accro. Alors, encore un autre chapitre, mais je travaille pour que le texte soit comme ça. Alors, c'est ma grande force. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que j'ai écrit du thriller politico-religieux, puis j'ai écrit des romans d'espionnage, j'ai écrit des romans historiques, j'ai écrit des romans d'aventure ou des romans contemporains. C'est la même plume. Alors, l'effet est le même. Alors, pour le style, je vous dirais que la seule caractéristique qu'on peut donner, c'est que j'écris du roman grand public. Okay. C'est le seul critère, parce que j'ai fait toutes sortes de choses. Et je crois que vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez eu plusieurs maisons d'édition différentes. Ben, en fait, j'en ai pas eu beaucoup. Je suis entrée chez VLB en 2002 avec mon premier roman et je suis encore chez VLB. J'ai un roman qui sort la semaine prochaine et qui est chez VLB. Mais pour la jeunesse, j'ai publié mon premier roman à la courte échelle. On ne s'est pas entendu. Alors, j'ai repris les droits et je l'ai sorti chez Soulière Éditeur, où j'ai fait 3 livres chez Soulière Éditeur. Mais là, parce que j'ai fait un roman de fantasy, je voulais une maison d'édition qui faisait ce genre-là. Parce qu'il y a des codes dans la fantasy. Il y a une approche visuelle pour le texte, une approche visuelle pour la couverture. Alors, je voulais une maison d'édition qui était capable de traiter ça, traiter la fantasy et de rejoindre le public de la fantasy. Alors, mon livre sort en février, il sort chez Flammarion Québec et je suis très contente parce que ils sont vraiment bien organisés, puis ils font un travail vraiment, on voit qu'ils sont habitués de travailler avec la littérature de genre, et ça fait que je suis en confiance, parce que ça va être mon premier roman de fantasy, là. Alors je suis très confortable avec l'idée de publier chez eux, mais finalement, si on compte, c'est que j'ai eu une maison d'édition, mais mes romans grand public sont encore chez VLB. Et si je publiais pour la jeunesse, je renverrais mes livres chez Soulière. C'est juste que je trouve que je suis loin maintenant des jeunes. Et mes romans de fantasy, mais c'est une série. C'est une série. On appelle ça un cycle parce que les livres ne se suivent pas, mais ils se déroulent dans le même univers. Et j'ai la matière pour faire 21 livres. Alors, je ne sais pas si l'éditeur va vouloir publier les 21, mais j'ai de la matière pour raconter 21 histoires dans cet univers-là. Ils sont tous indépendants les unes des autres. On peut lire n'importe quel livre, des livres dans n'importe quel ordre. Alors, mais ils sont très, très contents qu'il y ait autant de potentiel. Je ne sais pas quand on va arriver là s'ils vont tous les prendre, mais au moins, comme il y a le potentiel est là, pour eux, ça leur fait plaisir. Et moi, ça me stimule énormément parce que je sais que quand je vais l'envoyer, je vais avoir vraiment l'oreille attentive de l'éditrice qui va prêter, elle va mettre toute son énergie à lire mon texte et à me dire, OK, ça marche, on continue. Alors, c'est rassurant pour un auteur. Et ben justement, est-ce que c'est le fait d'être publié, c'est compliqué? Est-ce que vous avez des refus ou au contraire, est-ce que vous avez des commandes, des demandes spéciales? C'est très difficile. Ça a toujours été difficile d'être publié. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant parce que c'est plus facile. Ça a l'air paradoxal à dire comme ça, mais quand j'ai commencé à publier, quand j'ai envoyé mes manuscrits, c'était en 2001, le courriel était là, l'Internet était très, très développé. Alors, les éditeurs recevaient les manuscrits papier. Il fallait que je fasse des photocopies, il fallait que je prépare des enveloppes et les lettres de présentation et que j'envoie ça par la poste avec un chèque pour qu'on me retourne le manuscrit après. Donc, quand je préparais pour envoyer, il fallait que ce soit très, très ciblé, les maisons d'édition, parce que beaucoup de frais que j'engageais pour faire ça. Alors, j'en envoyais 10 à la fois et je les avais bien ciblés.
C'était beaucoup de préparation. Aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé, c'est encore pas avec la pandémie, c'est que les gens ont eu beaucoup de temps, entre autres, avec la pandémie, tout le monde s'est mis à écrire. C'est facile aujourd'hui parce que les manuscrits rentrent électroniques. Alors, les gens font send, puis ils rentrent à la maison d'édition, puis ils envoient ça là. Ça prend 2 clics. Alors, les maisons d'édition sont submergées du manuscrit électronique. Mais souvent, vous savez, si c'est juste électronique, on fait pas. Il y a moins de travail de fait pour la réécriture et tout ça. On travaille sur papier, nécessairement, on va le travailler. Personne connaissait, j'ai jamais connu personne qui imprimait à l'époque un manuscrit qu'il envoyait comme ça après avoir fini le brouillon. Vous finissez le brouillon, vous l'imprimez, vous l'envoyez par. C'était tellement cher pour envoyer la poste. On voulait qu'il soit parfait, le manuscrit, avant de l'envoyer, pour avoir le plus de chances possible qu'il soit pris. Alors qu'aujourd'hui, les gens l'envoyaient partout, juste en l'envoyant. Alors, les éditeurs reçoivent des brouillons. Alors, il y a beaucoup de refus. Ça, c'est quand il y a des refus. Souvent, ils vont juste. Souvent, les manuscrits il n'y aurait même pas de réponse. Ils en reçoivent juste trop. Alors, dans ce sens-là, parce que c'est très facile pour l'auteur de l'envoyer, c'est devenu très difficile de publier. Il faut que l'éditeur trouve le manuscrit achevé au travers de tous les manuscrits qu'il a reçus. Il en rentre des centaines tous les jours dans chaque maison d'édition, assez que même après les premiers confinements, là, l'été passé, les grands éditeurs en France aussi, mais ici aussi, ils ont juste fermé la page web où on pouvait envoyer le manuscrit. Ils n'en voulaient plus. Ils en avaient tellement reçu. Et ils ont reçu aussi beaucoup de manuscrits qui parlaient du confinement. Chaque personne avait vécu son confinement différemment. On va faire un livre avec ça. Si les gens n'avaient rien d'autre à faire, on était tous enfermés. Alors, à cause de ça, c'est devenu difficile de publier. Ce n'est pas mon cas, parce que je suis rentrée là en 2002. Je suis toujours restée chez VLB, alors je suis l'auteure la plus ancienne de la maison. Et non seulement l'auteure la plus ancienne, mais le personnel s'est renouvelé 3 fois à la maison d'édition. Moi, je suis encore là. Alors, je n'ai pas de misère. Quand j'ai un manuscrit, je l'envoie là et ça ne m'inquiète pas. Quand j'ai cherché une maison d'édition pour la fantasy, je connais beaucoup de monde parce que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Donc, je connaissais beaucoup de gens, j'ai ciblé les gens, j'ai écrit un roman de fantasy, est-ce que ça peut de lire? J'ai envoyé. Je ne pars pas à zéro comme l'auteur qui veut publier son premier roman. À cause que c'est tellement facile, je ne voudrais pas aujourd'hui commencer à publier parce que c'est difficile d'être remarqué dans les milliers de textes que les éditeurs reçoivent à tous les mois. Là. C'est des milliers à tous les mois. C'est très difficile de se démarquer de ça. On ne peut pas mettre des petits icônes quand on envoie le manuscrit pour attirer l'attention, pour dire urgent ou quelque chose comme ça, ou important. Alors, on passe au travers de tout le reste. C'était plus... parce que c'était difficile, il y avait moins de manuscrits et l'éditeur avait le temps de les regarder quand j'ai commencé en 2002. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez écrit combien de romans au total? En fait, j'ai écrit 19 livres, 18 romans, un essai sur l'argent, le temps, la liberté, le bonheur, qui s'appelle Trop, c'est comme passé. Et, je disais tout à l'heure, ça, c'est mon 20e qui sort mercredi prochain. Ça s'appelle Noël à King's Cross, c'est un conte de Noël pour adultes. Je le dis parce que c'est pas du tout pour les enfants. Mais c'est ça. Alors, ça fait 20. Et comme j'ai un autre qui sort en février, j'en ai écrit 21 en tout. 21 et demi parce que le 2e épisode de mon cycle de fantasy est écrit. C'est juste pas fini. Il y en a la moitié. D'accord. Et si vous deviez nous donner vos 3 plus gros succès parmi ceux que vous avez écrits, ce seraient lesquels? Mon plus gros, c'est celui-ci. Mm-hmm. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été. Il a même été vendu chez Pocket, alors il est diffusé dans toute la francophonie en format poche. Il est identique, mais il est la moitié du format. Yukonese, je vous parlais tout à l'heure, qui était vraiment très, très populaire. Et un autre roman qui s'appelle 1704, Captif des Indiens. C'est une légende des cantons de l'Est et raconte l'attaque sur un petit village qui s'appelle Deerfield au Connecticut. Et en 1704, il y a 250 Canadiens, Indiens, qu'on appelait comme ça, et Français, qui sont descendus pour attaquer ce village-là, pour semer la terreur, finalement. C'était la méthode Frontenac, semer la terreur pour garder les Anglais chez eux, pour pas qu'ils pensent à venir attaquer Québec.
Alors, ils ont attaqué le village de Deerfield, ils ont ramené comme ça une centaine de prisonniers. Et ces gens-là ont été soit vendus, soit rançonnés, soit adoptés dans les villages indiens. Et dans ma ville, il y a une légende qui s'appelle Ménacène et qui raconte l'histoire d'Alice Morton, qui fait partie de ces gens-là, qui a été amenée comme ça à la mission de Saint-François-du-Lac, d'où elle se serait évadée. Et son histoire se termine où a été fondée Sherbrooke. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, c'était passionnant parce que j'avais lu quand j'avais 16 ans la version officielle, je vais dire, de cette histoire-là. C'était manifestement une version qui n'avait pas de bon sens de la légende. Ça disait, par exemple, que les Indiens ils massacraient tout le monde et que les Canadiens et les Français faisaient des prisonniers. Et quand j'ai fait la recherche, c'était le contraire qui se produisait. En fait, parce que pour les Indiens, ça valait quelque chose, les prisonniers. On pouvait les vendre, on pouvait les rançonner. Ça valait de l'argent, donc on faisait attention, on les ramenait. Alors, pour les Canadiens et les Français, il fallait semer la terreur. Donc, ils tuaient tout ce qu'il y avait sur leur... Alors, la légende racontait le contraire de la réalité. Quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je voulais... Parce que c'était une légende que je connaissais depuis très longtemps. Et quand j'étais à la maternelle, la maîtresse les racontait. Alors, je voulais la mettre dans son contexte historique que j'avais déjà écrit avant 4 romans historiques. Et ça a été fascinant quand il est sorti parce que personne n'avait jamais osé écrire un roman où nos ancêtres, à nous, Québécois, avaient le mauvais rôle. Ils ont le rôle de terroriste, finalement, à l'intérieur de ce roman-là. Et c'est ça, quand il est sorti, c'est les critiques, c'était ça. C'est de dire, waouh, OK, on n'avait jamais voulu regarder l'histoire de cette manière-là. Alors, ça a été un grand succès. Roule encore. C'est mon roman historique qui a le plus circulé, avec lequel j'ai fait le plus de tournées d'école aussi, parce qu'on peut le lire dès 15 ans. C'est le niveau de lecture, mais aussi le contenu, parce qu'il est même un peu violent. Et quand même aussi assez érotique, parce que je voulais montrer la grande liberté sexuelle des femmes quand elles étaient adoptées. Les Blanches, quand elles vivaient en Nouvelle-Angleterre, les Puritaines, un enfant né hors mariage, c'est un enfant qui naissait hors mariage, la femme était fouettée sur la place publique. L'homme aussi, le père aussi, si on le trouvait, c'était hors mariage. Alors, quand c'était enlevé, on connaît le phénomène parce que c'est arrivé plusieurs fois. Elles étaient adoptées dans les nations et elles pouvaient choisir leur partenaire. Et il n'y avait pas de contraintes. Le viol n'existait pas, ce qui était quelque chose d'extrêmement épeurant. Pour toutes les Blanches, que ce soit françaises ou anglaises, la plus grande menace pour les femmes à l'époque de la colonie, c'était le viol. Alors, une fois qu'elles arrivaient chez les Indiens, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de viol. Alors, elles choisissaient leur partenaire, c'était le pur plaisir. Alors, je voulais rendre ça. Alors, à cause de ça, toujours mieux qu'on le lise à partir de 15 ans, quand même. Ça s'appelle 1704, Captifs des Indiens. OK. Donc ça, c'est donc vos 3 livres qui ont le plus... Les 3 plus gros, okay. Les 3 plus gros vendeurs. Et donc, la question à 1 million. Si, voilà, on a des personnes qui vous ont pas encore lu, vous devez leur suggérer un de vos livres à lire. Un seul. En fait, ça va être 2, mais parce qu'ils vont ensemble. Parce que si vous avez lu Yukonnaise, je le mets dans le bon sens, comme ça. Hein? Alors, ça, c'est le tome 1, ça, c'est le tome 2. Ça s'appelle Une deuxième vie. Et pour faire ces livres-là, ce qui était vraiment chouette, c'est que je suis allée plusieurs fois au Yukon pour apprendre à faire du traîneau à chien. Parce que je vous disais tout à l'heure que les sujets s'imposent à moi. Pendant que je faisais la recherche pour Yukonnaise, j'ai rencontré une mocheuse, c'est comme ça qu'on appelle les femmes qui font du traîneau à chien, et je l'interviewais, puis elle m'a dit « Oh, tu devrais écrire sur les femmes qui font du traîneau à chien. » Puis là, sur le coup, je me disais « Je sais pas si j'ai vraiment envie de faire ça. » J'avais fait du bénévolat pendant la grande course, la Yukon Quest, mais le sujet ne m'intéressait pas tellement. Puis là, elle m'a dit « Est-ce que tu sais c'est quoi la devise de la Yukon Quest? » Puis là, j'étais là... je pense que j'étais correcte, là, la devise, c'est la course de traîneau à chien la plus difficile au monde. Elle me disait, pendant longtemps, les hommes intimidaient les femmes qui participaient à la course parce qu'ils voulaient qu'elles lâchent, parce que si une femme gagnait, ça allait diminuer la valeur de la course. Et ça, tout à coup, j'avais des choses à dire sur ça. Alors, j'ai commencé à travailler sur ce roman-là et j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des mocheux. J'ai appris
atteler des chiens, à participer aux entraînements. Je n'ai pas fait la Yukon Quest, mais Marcel Fressineau et Karine Grenier, qui sont des mocheuses du Yukon, ont servi de première lectrice pour ma série Une deuxième vie. C'est sûr que tout concorde, que je n'allais pas faire la Yukon Quest, 1800 km au mois de février au Yukon, avec 14 chiens. C'est vraiment difficile. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une femme en 2000 qui a gagné la Yukon Quest et ça n'a absolument pas diminué la valeur de la course. Mais en faisant les entrevues, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une raison pour laquelle les hommes ne voulaient pas que les femmes fassent la course. Parce qu'ils étaient désavantagés. Une femme tirée par 14 chiens, elle est plus légère, ça va beaucoup plus vite qu'un homme, beaucoup plus lourd qui, lui, va ralentir ses chiens. Alors, elles avaient un avantage biologique et c'est pour ça. Alors, j'ai voulu tout mettre ça à l'intérieur des livres. Alors, ça donne ces 2 volumes-là. 2 volumes parce que dans le premier, elle apprend et dans le deuxième, elle fait la course. Parce que c'est tellement long, l'apprentissage, pour monter une équipe de chiens puis entraîner les chiens. C'est tellement fascinant en même temps. Dans les entrevues que je faisais, je voulais voir comment ça marche pour entraîner les chiens. Et le Normand Casavant, qui est un grand mocheux qui était au Yukon avant, mais il est revenu au Québec maintenant, il avait mis sur la table tout son plan d'entraînement. Il incluait aussi ce que mangent les chiens pour l'entraînement pour être super performant. Et là, je me suis dit, OK, je ne me rappellerai jamais tout ça. Alors, j'ai sorti mon appareil photo. Il dit, non, non, non. Tu peux les voir de même, tu n'as pas le droit de prendre des photos parce que c'est des secrets. Parce qu'il y a des grosses bourses dans les courses de traîneau à chiens. Alors, il ne voulait pas que l'information circule. Alors, j'ai pu regarder de quoi ça avait l'air, mais c'était impossible pour moi de me souvenir de tout ça. Alors, mais j'utilise le secret de ça à l'intérieur du roman. Parce que c'est ça, c'est très, très intéressant, l'entraînement. Mais après ça, la course elle-même, c'est spectaculaire, là. Marcel Fressineau m'avait offert des livres parce qu'elle a écrit 2 livres sur lesquels elle raconte ses courses. Elle m'a dit, prends ce que tu veux dedans. C'est un grand cadeau pour l'auteur. Alors, j'ai pris les aventures qui étaient plus passionnantes pour moi, puis j'ai donné ça à mes personnages. Ouais. Et ben, justement, vous en parlez un petit peu dans Yukoles, ça, de l'apprentissage du traîneau, comment manier les chiens de traîneau, etc. Si on parle un petit peu, si on recentre sur le livre Yukonnaise, donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez donc gagné une bourse pour pouvoir aller écrire le livre. En fait, j'ai gagné une résidence. Une résidence? Oui, en fait, c'est une résidence, c'est ça. Il y a une résidence pour auteurs, pour écrivains à Dawson City. Et c'est la maison de Pierre Burton, le journaliste canadien-anglais. Il est né à Dawson City. Alors, sa maison a été transformée en résidence d'auteurs. Et on pose nos candidatures et ils choisissent 4 auteurs par année. Alors, un pour l'été, un pour l'hiver, un pour l'automne, un pour le printemps. On est là 3 mois. Et l'année où j'ai soumis ma candidature, il y avait comme 82 auteurs qui avaient fait la même chose. On était 82 et je me suis toujours dit, je devais être la seule cinglée qui a demandé l'hiver, c'est pour ça qu'ils me l'ont donné. Parce que mais moi, je voulais y aller pour voir de quoi avait l'air le Yukon sans les touristes. Que j'étais déjà allée au début de l'automne puis à l'été, et c'est bien plein de touristes, mais je voulais voir les vrais Yukonais. Puis les vrais Yukonais, ils travaillent dans la saison touristique. Parce que c'est là qu'ils font leur salaire pour l'année. Alors, j'arrivais pas à voir vraiment les gens. J'avais des travailleurs migrants qui sont là pour l'été, mais les vraies personnes qui restent là. Alors, c'est pour ça que j'avais posé ma candidature, puis je l'ai obtenue. Ce qui était vraiment... j'étais moi-même surprise qu'ils me l'aient donné, parce qu'il y avait plein d'auteurs plus connus que moi. Et quand je suis arrivée là-bas, c'est ça, c'est comme Obélix dans Potion magique. Là. Je suis rentrée là, ça m'a pris environ 3 semaines pour me faire connaître les gens, mais je suis très sociable, alors je m'étais dit, je vais assez les connaître qu'ils vont m'inviter puis je veux voir la vraie vie. Et c'est ça, après 3 semaines, il faisait très froid, il faisait moins 40, moins 50 la nuit. Et c'était devenu difficile pour nous de rester à la maison le soir. Parce qu'on était invités partout. Il fallait décider les soirs où on allait rester à la maison pour se reposer. Parce que vous savez, moins 40, moins 50, c'est très dur sur le corps quand on sort. On rentre et on est vite épuisé parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour se réchauffer. Alors, je ne pouvais pas sortir tous les soirs, mais on avait des invitations tous les soirs à partir du moment où on est rentré dans la communauté. Et on est revenu du Yukon épuisé, mais riche de toute cette expérience-là.
Puis, tellement que l'année suivante, j'avais offert mes services pour garder une maison. House sitting, ils font là-bas. Parce qu'on ne peut pas laisser une maison à Dawson City vide l'hiver parce qu'à cause du pergélisol, aussi à cause du moins 40, là, si les tuyaux éclatent, ça va gaspiller la maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Alors, les gens qui vont dans le sud, ils prêtent leur maison à quelqu'un qui va venir la garder, s'occuper du chien, du chat, faire couler l'eau. Mais si on vit dedans, les toilettes et la douche coulent et tout ça, éviter que ça gèle. Et pour moi, c'était parfait. Alors, je suis allée garder une maison le deuxième hiver. J'ai continué mes entrevues et c'était tellement rigolo. Moi, je m'intéressais, pour écrire Youkonnaise, aux gens qui vivaient au courant de l'électricité. Je ne comprenais pas pourquoi en 2010-2011, on choisissait ça. Alors, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je disais, est-ce que tu as l'eau courante dans ta maison? Et à la fin, je m'étais fait la réputation du writer obsessed with indoor plumbing parce que je posais la question à tout le monde. Mais j'ai obtenu ce que je voulais et j'ai pu illustrer dans mon roman Youkonnaise pourquoi quelqu'un fait ça aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, j'ai encore des amis qui vivent au courant. C'est drôle parce qu'on est tellement habitués, nous, à l'eau courante qu'on n'imagine même pas ne pas avoir l'eau courante. Mais j'ai une amie qui a installé une salle de bain dans sa maison il y a 3 ans. Pendant une semaine, on avait sur son fil Facebook la photo de la toilette, la photo du bain, la photo du lavabo. C'est qu'avant, il fallait toujours aller se laver au village, ramener les bidons d'eau pour cuisiner. Et là, elle avait finalement réussi à avoir un réservoir, à s'abonner à une compagnie de livraison d'eau et fait bâtir à l'intérieur de sa maison. Elle avait une bécosse, mais à l'arrière, alors à l'intérieur, une vraie salle de bain. Pas obligée d'aller se laver au village. Elle est tellement contente que ça, on a eu ça pendant une semaine. Et il y avait juste les gens qui savaient la valeur de ça, rigolaient quand ils voyaient ça. Les autres étaient là, ben ouais, pourquoi elle met ça? Mais oui, mais il faut savoir la valeur de l'eau courante. Ça faisait tout, surtout l'hiver, hein, vous savez, à moins 40, c'est le fun de prendre un bain chaud, mais il n'y a pas de bain. Elle disait toujours, c'est ça qui lui manquait le plus, c'est qu'il n'y a pas de baignoire à Dawson City, pas de baignoire publique, il y a plus des douches. Alors, c'est ça. Fait que cette expérience-là s'est retrouvée à l'intérieur de Youkonnaise, mais j'ai fait 60 entrevues. Alors, les 60 entrevues, je disais toujours aux gens, c'est un peu comme un interrogatoire de police. Ce que tu me dis peut faire partie du roman, selon comment je vais tricoter ça. Mais si tu n'as pas raconté cette histoire-là aux autres, ils ne sauront pas que c'est toi qui m'as dit ça. Alors, si c'est personnel, parce que des fois, les gens me racontaient des choses très personnelles, c'était là, mais là, comment tout le monde va savoir que c'est moi? C'est pas ton nom dedans, c'est des personnages de fiction, mais je vais faire une bonne histoire avec les morceaux que je prends de tout le monde. Et c'était cute parce que quand le livre est sorti, beaucoup de gens me disaient, il y a un petit peu de nous tous dedans. Il y avait des morceaux que j'avais pris de chaque personne, tricoter la bonne histoire qui est devenue Youkonnaise. Et les gens du Yukon, dont la famille est au Québec, souvent, ils achètent ce livre-là, ils l'envoient à leur famille au Québec pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on reste au Yukon, pourquoi on aime ça vivre au Yukon, pourquoi les gens qui sont là depuis longtemps au Yukon ont envie de venir vivre dans le Sud. Et alors, c'est ça. C'est ce qui est derrière ce livre-là, aussi dans mes best-sellers. Et donc, il y a finalement quelque chose d'autobiographique dans ce livre-là. Si vous dites chaque personnage est inspiré de... C'est pas autobiographique parce que c'est pas moi. En fait, dans le roman, il y a 2 personnages. Il y a Béatrice, c'est l'auteur qui va garder une maison, et il y a Isabelle. Mais Isabelle, c'est un personnage que j'ai créé à partir un peu de tout le monde. J'ai pris des morceaux de tout le monde, et Guy aussi, le personnage masculin, j'ai pris des morceaux des histoires qu'on m'a racontées. Faire là une histoire pour eux, mais une très bonne histoire pour eux. Béatrice, c'est mon alter ego, dans le sens qu'elle va garder une maison au Yukon, et qu'elle découvre l'ensemble de tout ça, et qu'elle rencontre là une femme qui était son esthéticienne quand elle était adolescente. Et là, elle la reconnaît à peine dans ce qu'elle est, puis elle s'intéresse à mon Dieu, comment elle a fait pour passer de l'esthéticienne que j'ai connue quand j'étais ado à la femme des bois qu'elle est devenue à ce moment-là. Le livre, c'est ça que ça raconte. On alterne les chapitres entre Béatrice qui regarde Isabelle, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et Isabelle qui, dans sa vie avant de partir au Yukon et ensuite, elle rencontre un homme dans un bar, puis c'est un Yukonais, puis qui lui dit, tu devrais venir chez nous, voir le soleil de minuit.
Ne lui dis pas qu'il ne vit pas d'eau courante d'électricité. Elle est esthéticienne avec les cheveux longs jusqu'aux fesses, là, puis toute maquillée. Quand elle arrive là, il stationne sur le bord du chemin. Ça prend un canot pour se rendre chez lui parce qu'il y a une route, il faut traverser la rivière. Alors, mais on m'a raconté cette histoire-là. Alors, c'était intéressant pour moi de prendre ce bout-là, l'histoire de deux personnes vraies, pour la donner à mes personnages, pour faire vivre, OK, qu'est-ce que c'est? Parce que plusieurs Yukonnais ont vécu ça, se sont reconnus dans cette là et arrivé l'été est tellement en amour avec la place de pas être capable de partir. C'est comme 75% des gens m'ont raconté ça. Je suis venue à Dawson un été, je suis jamais repartie. Alors, je voulais rendre ça. Mais la seule partie autobiographique, c'est la section où il y a Béatrice, qui je donne de mes attributs et de mes aventures à moi. Et le fait qu'à un moment donné, on m'avait dit, parce que j'ai commencé à avoir le mal du pied et à souffrir de l'isolement en plein hiver, on m'avait dit, oh, monte sur le dôme, c'est la montagne qui est derrière Dawson City, tu vas pouvoir voir loin. Parce que Dawson City, c'est dans une cuvette, on voit des montagnes tout le tour, vraiment. Alors, une journée, je monte avec mon mari en haut sur le dôme. Là, je peux voir qu'il n'y a rien à des centaines et des centaines de kilomètres et ça a été pire. On a vraiment l'impression d'être sur le toit du monde, d'être vraiment là. On est à 600 kilomètres de la ville la plus proche, Whitehorse. Là. Et alors, ça n'avait pas été un bon conseil de m'envoyer sur le dôme pour voir ça. Alors ça, j'ai donné ça à Béatrice. Mm-hmm. Et du coup, votre relation personnelle avec le Yukon, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes acheté une maison là-bas? Est-ce que vous êtes retourné plusieurs fois J'y ai là-bas? pensé. Oui, j'y ai pensé. En fait, je suis allée 9 fois, hein, à coup de 2 mois, 3 mois. J'ai aimé le Yukon avec mes trips, là, vraiment. Et on m'a déjà dit à un moment donné, on a fait le parallèle entre moi et les compagnies de prospection minière qui vont pour aller chercher l'or, ensuite ils s'en retournent. Mais mon or à moi, c'était les histoires qu'on me racontait. Mais vous savez, c'était aussi les histoires de Jack London, parce que Jack London, il est arrivé au Yukon pour aller chercher de l'or. Il n'en a pas trouvé, mais on lui a raconté plein d'histoires dans les bars, il ramassait ça, avec ça qu'il a écrit ses livres. C'est exactement la même chose. Et ça, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est un journaliste là-bas un jour qui m'interviewait. Il dit finalement, tu as fait une Jack London de toi-même. Oui, c'est ça, c'est la même chose parce que j'allais dans les bars. La différence, c'est que c'est moi qui payais parce que je voulais qu'on me raconte. Mais le deal, c'était ça. Je paye le repas ou la bière, mais je veux savoir ce qui est derrière. C'est jamais exactement l'histoire de la personne que je raconte. Elle est tricotée puis mélangée avec le reste. Mais mon or à moi, il était là. Alors, les compagnies de protection minière, ils viennent, ils prennent l'or et ensuite elles s'en vont. Et quand on m'a comparé à ça, j'étais obligée humblement de dire oui, c'est ça. Je prends les histoires et ensuite je reviens chez moi et je tricote quelque chose avec ça. Mais j'ai beaucoup d'amis au Yukon. À chaque fois que je publie un livre, je leur envoie un exemplaire parce que pas si facile au Yukon, même acheter des livres en français. Alors, aussi, c'est parce que mes amis là-bas, quand j'y vais, je vais chez eux, ils m'hébergent souvent, ou on fait des activités ensemble. Alors, c'est comme le lien que je garde avec le Yukon, c'est que je publie, je leur envoie toujours un exemplaire. Et c'est mes amis Facebook, je peux suivre aussi ce qui se passe là-bas. Et ça va. J'ai un autre sujet à propos du Yukon. Il faut juste, il n'est pas encore assez mûr pour que je puisse raconter cette histoire-là. Mais quand je vais trouver qu'il est assez mûr, je vais retourner au Yukon pour pouvoir explorer cette voie-là. Mais pour le moment, j'ai fait 7 livres sur le Yukon et c'est important pour moi que les lectrices et les lecteurs aient l'impression que je me répète. Et j'ai arrêté de faire du roman historique pur, les 7 premiers. Après, à la fin de Lily Klondike, j'avais fait le tour de ce type de roman historique-là. Je savais très bien que si j'en faisais un autre, j'allais me répéter. J'allais répéter les techniques et tout ça. Alors, j'aime changer ça. Alors, après une deuxième vie, c'est correct que je change de sujet, j'explore quelque chose d'autre. Moi, arriver à me dire, mon Dieu, je radote, là. Je ne veux pas arriver là. Alors, quand mon nouveau sujet pour le Yukon va être prêt, je vais y retourner, mais je ne vais pas y retourner avant ça.
même si j'aime beaucoup l'Yukon, parce que je suis toujours en train de travailler, j'ai toujours un sujet, puis je vais toujours visiter par rapport à ce sujet-là. J'ai écrit un roman, le livre de Judith, qui se déroule en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une grande partie se déroule à Marseille. Ben, j'ai été à Marseille. Je suis restée à Marseille assez longtemps pour visiter tout ce que je voulais voir, puis m'imprégner de la place pour les lieux, aller voir tous les endroits où il y a eu, où il y avait des événements qui étaient racontés dans mon livre. Alors, c'est très cher aller au Yukon aussi. C'est un peu ça qui est toujours embêtant pour moi. Le billet d'avion est cher et la vie là-bas est très chère. Alors, à chaque fois que je vais là-bas, il faut que j'aie accumulé assez d'argent pour dire, OK, avec ça, je peux rester combien de temps? Parce que je ne vais pas faire des voyages d'une semaine. C'est trop court pour le genre de travail que je fais. Je sois là 2 semaines, 3 semaines. Au Yukon, habituellement, c'est à coup d'un mois. C'est tellement loin que je ne vais pas me déplacer juste pour une semaine. Mais ça prend beaucoup d'argent pour vivre un mois au Yukon. Alors, même si je suis sur le divan de mes amis, le reste est très, très cher. Ça me prend une voiture. Et c'est drôle parce que c'est tellement plus cher. Le prix de location de la voiture, il est facilement le tiers plus cher que si je loue une voiture à Montréal ou à Sherbrooke ou ailleurs. Alors, c'est pour ça que quand je vais y aller pour le sujet que je vais développer, avoir accumulé assez d'argent pour le faire. Parce que c'est plat de voyager puis être obligé de compter la scène. J'aime pas ça. J'aime ça pouvoir faire les activités que j'ai envie de faire puis aller où je veux aller. Alors, à cause de ça, je ne ferai pas tout de suite, mais c'est comme l'endroit préféré au monde. Ouais. Et justement, dans le livre, vous expliquez qu'il y a il y a une petite communauté francophone. Oui, Est-ce que est-ce que c'est vrai déjà? Et est-ce que ça vous absolument. a... En Ouais, fait, tout ce qu'il y a dans mes romans est vrai, dans tous ok. mes romans. Euh, Ils sont placés souvent dans un autre contexte pour qu'on ne reconnaisse pas la personne, par exemple, qui m'a raconté l'événement, mais tout est toujours vrai. Ce qui arrive, c'est que je les ai pris ailleurs, j'ai tricoté ça ensemble pour faire une bonne histoire. Alors oui, il y a une communauté francophone au Yukon. En fait, il y a 10% des habitants du Yukon qui sont francophones. Comme la population, c'est à peu près 30 000, ça varie, là, mais donc, ça veut dire qu'il y a 3 000 francophones. À Dawson City, il y en a une centaine, 100, 200, ça dépend des saisons. Et alors oui, je connais les francophones, mais moi, je connais les francophones et les anglophones parce que quand je fais mes entrevues, je fraye dans les cercles. Je me limite pas au cercle francophone, mais mes amis qui sont restés mes amis, ce sont des francophones, oui. Alors oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai écrit sur la route de Compostelle que je suis allée 2 fois et on peut prendre le livre, il peut servir de guide de voyage pour les 200 premiers kilomètres parce que c'est très détaillé, mais parce que je vais toujours voir les lieux. Alors, je connais la place quand j'écris sur un endroit, même si je place une histoire de fiction, c'est vrai autour. Et si je dois tricher, c'est arrivé encore, mais si je devais le faire, donc, il y aurait une note à la fin pour dire telle chose n'est pas là, mais c'est pas arrivé parce que mon imagination est telle que quand je travaille, je sais comment intégrer ces choses-là à l'intérieur de l'action. Donc, elles sont toujours vraies. Mais ça ne veut pas dire que ce que je raconte avec le personnage, que c'est une personne vraie, par contre. Ça, c'est pas vrai. Mon personnage, c'est un personnage de fiction. Oui. D'accord. Moi, j'aurais une dernière question à vous poser, puis après, on pourra passer aux questions des étudiants. Est-ce que vous avez un auteur ou un livre favori? Oh, mais j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Et, et à cause de ce dont ça parle dedans, l'intolérance, entre autres, l'intolérance au niveau de la religion, là, le sujet m'interpelle beaucoup. Et, et le Club du Mode, Arturo Pérez Riverte. Et ça, c'est rigolo parce que chaque fois que je donne des ateliers d'écriture pour des jeunes écrivains et des fois j'en rencontre, puis je prends une bière avec un écrivain qui commence, puis je lui dis toujours, il faut lire ce livre-là. Parce que ce livre-là d'Arturo Pérez Riverte, quand on est écrivain, on est capable de voir la technique derrière, et c'est une technique extrêmement habile dans le travail du narrateur. Et à cause de c'est un beau suspense, ils ont fait un film avec ce livre-là. Peut-être que les gens l'ont vu. Ça s'appelle La 9e porte avec Johnny Depp. Mais c'est juste un aspect parce que le livre contient
le personnage de Corso, joué par Johnny Depp, il enquête sur 2 livres, alors que dans le film, ils en ont pris juste un. Donc, ils ont comme mis la hache dans l'histoire pour pouvoir faire un film. C'est difficile d'adapter un roman, mais le roman en tant que tel, c'est fabuleux de construction, c'est vraiment bien fait. Et c'est un bon suspense, mais pas violent, parce que moi, j'aime pas les affaires trop violentes. Et c'est pas sanglant, c'est pas violent, on est vraiment au niveau du suspense ésotérique un peu, là. Mais en fait, d'apparence ésotérique. Parce que quand on arrive à la fin, on dit « Oh, wow, c'est tellement bien ficelé que nous éblouit quand on arrive à la fin. » Alors, ça s'appelle Le Club du Mât, mais ça a été écrit en espagnol, donc on le lit en anglais ou en français. Il s'agit d'une traduction. Ok, super. Ben, merci beaucoup. On va peut-être demander aux étudiants s'ils ont des questions à vous poser. On a encore un petit peu de temps, on est ensemble jusqu'à 19h. Est-ce que quelqu'un a une question pour Mylène? Nana, la parole est à toi. Oui, merci. J'ai juste lu le livre Yukonnaise et j'ai absolument adoré votre livre. J'ai vraiment vécu au Yukon pendant 2 semaines. Wow, et j'ai beaucoup d'envie de voyager au Yukon après lire votre livre. Et j'ai en fait 2 questions. Dans quel moment est-ce que vous choisissez le titre pour un livre? Et est-ce que vous avez quelques idées et choisissez après ou dans quel moment? Et la deuxième question est, vous avez dit que la vie est coûte très cher. Juste une idée, si on vivre là-bas, juste pour la nourriture, pour une personne, si on pas des restaurants, juste pour la nourriture, juste une idée, parce que je veux juste avoir une idée, ça coûte combien en comparaison de la vie juste au Québec, par exemple. OK. Pour le titre, c'est un peu pour ce que je disais, par exemple, comme pour Yukonnaise. Yukonnaise, c'est bien parce que mon éditeur a gardé le titre. Moi, j'ai toujours un titre de travail. Et c'est parce qu'il faut que je nomme le document sur mon ordinateur. Par exemple, Une deuxième vie, ça s'appelait Moche. C'est juste avec ça que je suis partie. Mais le titre, c'est comme tout le reste. Tout ce que vous voyez sur le livre, la couverture, le dos, ça appartient à l'éditeur. Alors, on demande à l'auteur des idées, mais c'est l'éditeur qui décide. Alors, Moche, évidemment, ça ne disait rien à personne. Alors, c'est moi qui suis arrivée avec Une deuxième vie à cause du contenu du livre. Mon roman qui s'appelait Escapade sans retour de Sophie Parent, il s'appelait seulement Sophie Parent. Et mon éditeur n'aimait pas ça. On a vu tout à l'heure, je vous ai montré comment il a rempli la page au complet avec le texte. Alors, il voulait un long titre pour que ça donne des idées. Alors, des fois, c'est l'éditeur qui décide, des fois, c'est l'auteur, mais c'est toujours l'éditeur qui va avoir le dernier mot. Parce que c'est la partie marketing, c'est la partie vente, et ça, c'est lui qui met l'argent dedans. Alors, c'est lui qui décide, mais la plupart du temps, ils vont consulter l'auteur. C'est possible des fois qu'on ne s'entende pas aussi. L'auteur est frustré quand le livre sort parce que ce n'est pas son titre, là. Moi, ça ne m'est pas arrivé parce que quand j'ai aucune idée, je laisse mon éditeur aller. Le livre de Judith, je ne savais pas comment appeler ce livre-là. C'est un employé de chez mon éditeur qui l'a trouvé. La mémoire du temps aussi, c'est une citation, un extrait d'une citation de Vide qui est dans mon livre et qui a été repris pour mettre sur le dessus du livre. Ce que je m'oppose, il faudrait que je ne sois vraiment pas d'accord. Mais comme j'avais pas d'idée moi-même comment on pouvait l'appeler pour le vendre, alors je suis allée avec mon éditeur. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Pour celle-là, la première question, oui. La deuxième, je peux vous dire que c'est très cher. Mais vous savez, au Québec, le coût de la vie est beaucoup plus bas chez vous à Calgary. Alors, mais par rapport au Québec, c'est extrêmement cher. Et les restaurants, manifestement, mais même la nourriture, parce que vous savez, il faut
il faut acheminer la nourriture dans le nord. Le nord, en fait. Le nord, peu importe le Yukon, le territoire du Nord-Ouest, Nunavut, c'est toujours très, très cher. Les deux territoires autochtones sont plus chers encore. Vous allez avoir des fois pour eux 25 pour un 2 litres de jus d'orange. Au Yukon, c'est pas aussi cher, mais c'est quand même très cher. Alors, c'est très limité aussi pour le choix. C'est pour ça que les gens vont souvent chasser et aller à la pêche parce que la viande qu'on n'a pas besoin d'acheter. Les permis de chasse et de pêche pour les Yukonais, c'est vraiment pas cher. Alors, c'est très encouragé. Là, les gens peuvent chasser leur nourriture. Mais, par exemple, le pain, ça m'avait fasciné quand j'étais là. À part, si tout le monde, ou à peu près, fait son pain. Parce que si on ne fait pas son pain, il faut acheter le pain à l'épicerie, mais qui est acheté du sud et qui est acheminé là par camion. Donc, il est congelé. Et pour vous raconter une anecdote rigolote, mon premier hiver, je voulais acheter des fruits surgelés parce que tout était tellement cher. Souvent, en plus, c'est cher, mais c'est pas très beau. À Whitehorse, ça va, mais à Dawson City, c'est 600 km au nord et c'est pas très beau. Alors, j'avais ouvert le congélateur dans une des deux épiceries et je voulais prendre un sac de bleuets. Mais le sac était tout mou. Alors, j'étais allée à la caisse, puis j'avais expliqué à la caissière, j'ai dit, là, c'est parce que c'est dégelé dans le congélateur. Ah oui, oui, mais c'est parce que ça vient d'arriver, là, ça va geler, c'est pas un problème. Alors, c'est vrai que ça allait geler après, mais ça allait faire des cristaux et c'était pas génial comme technique de conservation. Mais c'est le Yukon, c'est cher et on arrange ça, les choses comme on. Il faut se détacher de beaucoup de choses quand on va au Yukon. Le confort, entre autres, le confort n'est pas une valeur yukonaise. Mais l'intensité, oui. Faire des choses, être extrêmement impliqué, s'aventurer dans l'environnement, ça, c'est très important. Mais le confort, ça l'est pas. Donc, il faut s'habituer à être confortable. Et la nourriture, c'est assez secondaire. Mais il se développe, là, dans les dernières années, j'ai vu, il se développe toute une gastronomie typiquement yukonaise. Et je trouve ça extraordinaire parce que j'ai souvent mal mangé Yukon, simplement parce que on est juste content d'avoir un repas chaud au restaurant, puis c'est correct, mais c'était pas toujours très bon. Mais étant donné que c'était pas une grande valeur, c'était pas grave. Mais là, comme il se développe un peu partout dans le monde d'ailleurs, l'achat local et la gastronomie locale, ça donne des choses, des mets vraiment fascinants, des choses qu'on ne peut pas manger ici, que ça ne pousse pas ici, mais on exploite les choses qui poussent au Yukon. Et il y a des petites fermes qui sont installées, qui sont développées au Yukon. Et ça permet d'offrir des meilleurs produits, mais vous les payez, ça c'est certain. Parce que l'été est très court, ça prend des serres. Alors, pour aller au Yukon, en fait, si on travaille là avec un salaire de fonctionnaire, on est confortable parce que c'est très élevé, le salaire de fonctionnaire. Pourquoi je suis partie au Yukon, justement? C'est que, pour moi, écrire, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et avec mes droits d'auteur, je serais à peine arrivée à payer mon appartement. Je n'aurais pas été capable de payer l'épicerie, de payer les autres choses parce que mes droits d'auteur me permettent de vivre ici au Québec, mais pas au Yukon. C'est trop cher. Alors, il aurait fallu que j'aie un emploi en plus pour arriver. Et moi, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, les gens qui sont fonctionnaires ou qui travaillent comme des dentistes ou professeurs ou ceux qui sont dans les services publics, finalement, ont de très, très bons salaires. Ce qui est fascinant, c'est qu'on pense, quand on voit le salaire, j'ai écrit ça dans une deuxième vie parce que c'est très attrayant, quand on voit le salaire annoncé pour un emploi au Yukon, on se dit « Oh, wow! Beaucoup d'argent! » Oui, mais quand on arrive là-bas, on se rend compte que le moindre appartement hors de prix, c'est démesuré. Les maisons, c'est pour une maison 2 chambres à coucher, ça fait longtemps que ça a pété le demi-million. Un demi-million de dollars pour une petite maison 2 chambres à coucher, c'est extrêmement cher. Bon, peut-être pas chez vous à Calgary, mais pour le Nord, c'est tout petit, là. C'est pas une maison de luxe, c'est une maison souvent extrêmement simple et nécessairement de bonne qualité. Ça rend l'aventure coûteuse. Alors, il faut avoir un bon emploi.
Vous partez là, vous n'avez pas un bon emploi, vous trouvez la vie longue et l'hiver très long aussi. Est-ce que ça répond à votre question? Oui? Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent poser une question à Mylène? Ou les gens sont timides? Alors moi, j'aurais une autre question pour vous, Mylène. Euh, les Dames de Beauchesne, Lady Klondike, tout ça, c'est des livres qui sont en plusieurs tomes. Euh, je me demandais quand vous commencez une histoire, est-ce que vous avez déjà l'intention de faire plusieurs tomes? Est-ce que vous avez déjà une perspective que l'histoire va se poursuivre ou est-ce que vous écrivez le premier, ça a bien marché, le public est intéressé, alors je vais en faire un autre? Oh non, ça ne fonctionne pas ni un ni l'autre. C'est aucune de ces deux options. En fait, c'est que il y a un format pour un livre où moi, je suis confortable. Et comme les auteurs, nous, on compte en nombre de mots, je suis confortable entre 60 000 et 80 000 mots. Et au-delà, c'est le souffle, on appelle ça le souffle de l'auteur. Alors, au-delà de ça, pour moi, c'est trop. J'ai fait un livre qui était plus long que ça, mais vous savez, quand vous recevez le livre, entre le moment où j'ai fini de l'écrire et le moment où vous le recevez, toute l'étape de direction littéraire, de révision et de correction d'épreuves. Et c'est énormément de travail sur un texte qui va faire 600, 700 pages. Alors, moi, je travaille avec l'idée de raconter une histoire entre 60 et 80 000 mots, ce qui fait un volume de 350 pages. Ça c'est mon gabarit, si on veut. Le problème, c'est que des fois, je m'installe pour raconter, puis là, je me dis, oh, ça va prendre beaucoup plus de pages que ce que je voulais parce que c'est trop intéressant. Lily Klondike, c'était tellement passionnant. J'avais dit à mon éditeur, je vais faire ça en 2 volumes. Il y a vraiment trop de matière pour faire juste un livre. Et quand j'étais rendue dans le milieu du 2e, je l'ai appelé pour lui dire, écoute, obligé d'en faire un 3e parce que je ne pourrais pas terminer ça dans un format avec lequel moi, je vais être confortable pour travailler. Alors, il a dit, il n'y a pas de problème, on va en faire 3. Les Dames de Beauchesne, ce sont des livres qu'on peut lire séparés, contrairement à Lily Klondike, les 3 tomes se suivent. Lily Klondike, c'est vraiment la fin d'un livre. Le chapitre suivant, c'est le début de l'autre livre d'après. Donc, vous ne pouvez pas réverser l'ordre parce que ça se suit. En passant, quand mon nouvel éditeur, parce que l'éditeur précédent a pris sa retraite, c'est celui qui a pris sa place, lui a eu une idée de génie, c'est qu'il a fusionné les 2 tomes, il les a séparés pour les publier en format poche. Alors, si vous avez le livre en format poche, il y en a 2, et si vous les avez en grand format, il y en a 3. Mais c'est la même histoire. Mais on me pose cette question-là, je ne sais pas combien de fois par année, parce que ça a semé vraiment beaucoup de confusion. Mais ce n'était pas ma décision, c'était la décision de l'éditeur. Dans le cas des Dames de Beauchesne, c'est que j'ai écrit la première histoire, c'était mon premier roman. J'ai écrit le roman, mais je n'avais pas fini. Évidemment, c'est l'année qui précède la bataille des Plaines à Québec. Alors, j'ai écrit l'année précédente. Quand j'ai fini, j'ai commencé à écrire. Là, je me suis dit, OK, je vais raconter la prise de Québec. Et quand j'ai fini ça, la petite fille qui est dans ce livre-là, qu'on suit dans les 2 premiers tomes, elle a 25 ans dans le 3e, parce que le 3e événement historique d'envergure à cette époque-là, c'était l'invasion américaine de 1775, où les Américains, avant de faire leur révolution, ont voulu inclure la province de Québec, la province of Québec, dans leur révolution. Alors, c'est très intéressant au niveau historique à travailler parce qu'il y a toute l'armée américaine qui s'installe devant la ville et qui bombarde la ville. Et on disait souvent, dans le temps, qu'il y avait seulement deux pays qui avaient vaincu les Américains, le Vietnam et le Québec. Parce que les Américains sont repartis sans jamais inclure. Maintenant, il va falloir ajouter l'Afghanistan. Mais mais ce n'était pas le cas au moment où je l'ai publié. Alors, c'est pour ça que ça a donné 3 tomes, mais on peut les lire séparément, les Dames de Beauchesne. Ils racontent des périodes historiques différentes, mais pas Lily Klondike. Alors, c'est comme ça que ça arrive. Ce n'est pas une décision cohérente et mûrie pendant longtemps avant que je m'installe pour écrire. Vas-y, Nana.
une autre petite question. Je préfère lire les livres sur mon Kindle. Comment ça fonctionne avec une version électronique? Qui décide? Est-ce qu'un livre doit avoir un certain succès pour être disponible sur Kindle ou comment ça fonctionne? Excellente question. En fait, le livre numérique, la plupart du temps, il sort en même temps que la version papier maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je vous dirais que depuis environ 5 ans, les livres sortent en papier et en numérique en même temps. C'est la majorité des éditeurs. C'est possible que des petites maisons d'édition, pas d'agrégateurs ou de distributeurs pour distribuer le livre numérique, mais la plupart des maisons d'édition l'ont. Alors, vous savez, le livre en édition numérique, c'est intéressant parce que c'est l'édition PDF sur laquelle on travaille les épreuves. Alors, c'est pas tellement difficile à mettre sous forme de livre. Il est déjà numérique, le texte. Alors, il est à peine formaté pour faire un livre. Et c'est normalement environ le 2/3 du prix pour l'édition numérique, environ, entre la moitié et le 2/3. Et quand c'est des bons éditeurs, l'auteur reçoit le même montant d'argent pour le livre, parce que vous savez, c'est un pourcentage du prix de vente. Alors, si le livre se vend 30 $, que l'auteur a 10 ben, ça lui fait 3 $. Il faut que le livre numérique rapporte aussi à l'auteur 3 $. Sinon, des livres qui seraient vendus qui rapporteraient moins à l'auteur, ça n'a pas de bon sens. Je dis que ça n'a pas de bon sens, mais en fait, il y a des éditeurs quand même qui réussissent à faire signer des contrats aux auteurs où ils vont avoir juste 10% du prix du livre numérique. Mais comme le livre numérique est moins cher, ça rapporte moins à l'auteur. Moi, j'ai la chance d'être établie depuis longtemps. Tout de suite, quand le livre numérique est arrivé, je dis, il n'y a pas de raison pour que je sois moins payée si une personne achète mon livre en numérique ou en papier. Mais je sais qu'il y a des éditeurs qui le font, mais pas les éditeurs avec lesquels moi je travaille, parce que je juge qu'il n'y a pas de raison que je sois moins payée parce que le livre est en numérique. C'est mon travail quand même. Mais ce n'est pas une question de succès parce que le document numérique, il existe déjà. On travaille numériquement maintenant. On travaille tout sur l'ordinateur. Alors, c'est le passage du PDF au format pour le lire sur une liseuse ou sur une tablette, c'est des peanuts, là. C'est très facile à faire. Alors, c'est surtout que ça prend une plateforme pour héberger le livre. Mais ça, la plupart des distributeurs ont une plateforme comme ça. Donc, même les libraires, souvent les libraires ont aussi eux-mêmes une plateforme en ligne où on peut acheter le livre en numérique. Bien, est-ce qu'on aurait une dernière question? Dimitri? Juste une petite question. Oui, pas de problème. Mais vous venez de dire que oui, il y a cette opportunité de voir les livres électroniques, mais pour quelles raisons, dans ce cas, vous avez besoin des maisons d'édition? Parce que si c'est numérique, on peut juste distribuer les livres sur Internet. C'est juste que pour moi, je ne comprends pas pourquoi toujours les auteurs payent les énormes argent pour les gens qui distribuent leur travail. C'est ça. Quand on a vraiment ce type de Internet, c'est pour tout le monde. Ouais. Oui. En fait, c'est une question très pertinente parce que l'arrivée du numérique a permis beaucoup ce qu'on appelle l'auto-édition. Ça veut dire que la personne qui a fait son livre va le vendre sur Internet. La difficulté, c'est que le format doit pouvoir être verrouillé. Donc, il faut une plateforme quand même pour le vendre. Parce que si je vous envoie juste mon PDF de mon livre, vous pouvez le distribuer à tout le monde. Il n'est pas verrouillé. Donc, il faut une technologie pour verrouiller le livre où vous ne pouvez pas le copier éternellement à tout le monde. Sinon, je ne ferai pas d'argent avec ce livre-là. L'éditeur s'occupe de ce format-là. Mais en passant, je ne paye pas mon éditeur. L'éditeur, en fait, il fabrique le livre. Et quand il vend le livre, il verse à l'auteur une partie
du prix du livre là, en redevance. L'avantage d'avoir un éditeur, c'est qu'il y a tout un travail qui est fait sur la correction et la révision du texte avec la direction littéraire. C'est l'éditeur qui paye ça. Moi, je ne paye pas une scène pour ça. Ensuite, il va s'occuper de la mise en marché pour distribuer le livre. Alors, et la version papier, vous savez, au Canada, on lit encore en papier. Même aux États-Unis, il y a un retour de la lecture sur papier parce que c'est pas ça se lit pas de la même manière. Alors, il s'occupe de la version papier. Aussi, il a des plateformes pour vendre le livre dans le sens de le rendre visible. Parce que, par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'Amazon. Amazon fait de l'auto-édition sur sa plateforme, mais vous ne voyez pas ces livres-là. Il n'y a pas de promotion de fait pour ces livres-là. C'est juste, il est là, on peut aller l'acheter, oui, mais il faut savoir qu'il existe le livre. Si on ne sait pas qu'il existe, personne ne va l'acheter, ce livre-là. Alors ça, c'est le travail de l'éditeur de rendre le livre visible en faisant la promotion, mais aussi de préparer l'aspect physique, l'aspect visuel du livre. Et tout ça, c'est la différence entre un éditeur professionnel et l'auto-édition. Très souvent, c'est la mise en page. On va voir le travail de graphisme qui est fait dessus, va souvent être très différent. Alors, si l'auteur, il est aussi graphiste, c'est bien. Sinon, il faut qu'il ait un graphiste pour faire un montage qui est beau pour le lecteur. Il y a des codes pour ça. Il y a des façons de monter le texte pour qu'il soit facile à lire. Et c'est pas ce qu'on fait quand on travaille sur Word, absolument pas. On travaille sur Word parce que le texte rentre là. Mais quand c'est le temps de le faire en format livre, il y a un travail visuel de fait sur le texte. Alors, toute la mise en marché, je vous dirais que le principal intérêt d'avoir un éditeur, c'est d'avoir la mise en marché. Parce que c'est lui qui va s'assurer qu'il soit visible, qui va s'assurer qu'il va y avoir de la publicité, qui va s'assurer que tous les libraires et tous ceux qui vendent des livres numériques, mon livre. Seulement une plateforme. Alors, mes livres sont en vente chez Amazon, chez Renaud-Bré, chez Archambault, mais aussi dans toutes les librairies indépendantes. Ils peuvent aussi le vendre sous forme numérique ou sous forme papier. On peut même acheter mes livres en Europe. Mais ça, c'est le travail de l'éditeur. Si votre livre, vous le publiez auto-édité puis que vous le mettez sur Amazon, ben oui, ils vont le vendre. Mais vous avez besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'amis, une grosse famille qui vont aller l'acheter pour qu'il soit visible que sur Amazon. Mais c'est vrai, parce que sinon, si le livre ne se vend pas, on ne le voit pas du tout passer dans les recommandations d'Amazon. On va voir le livre passer parce qu'il y a beaucoup de ventes. Mais comment on fait pour démarrer ces ventes? Qu'il n'y a pas un nombre suffisamment élevé de ventes, le livre, il reste sous le radar. Alors, vous pouvez en mettre là 50 si vous voulez. Si les gens ne vont pas l'acheter sur Amazon, vous ne le verrez jamais. Il est comme dans les limbes là, d'Internet. Alors, l'éditeur, lui, il va faire la promo. Ce qui fait que les gens vont en entendre parler du livre. Et là, ils vont aller chercher le livre. Un livre qui sort la semaine prochaine, c'est celui-là ici. Ben, les promos est déjà commencé. Il est déjà commencé à donner les entrevues, il est déjà annoncé, les libraires savent qu'il s'en vient, les distributeurs se sont assurés que les commandes sont faites. Ils ont déjà annoncé, envoyé le format EPUB, le format avec lequel on travaille pour les livres numériques. C'est déjà envoyé déjà pour les libraires. Ils attendent mercredi prochain, puis tout ça va être en vente à partir de mercredi prochain. Si je fais ça moi-même, je ne peux pas approvisionner comme ça tous les libraires à la grandeur du Canada, en avoir aussi en Europe. C'est impossible, je n'ai pas ces contacts-là. Et si je ne peux pas aussi avoir la grosse famille, comme je vous disais, la grosse famille et beaucoup d'amis, à moins de racheter votre livre vous-même pour faire monter les ventes et qu'on puisse le voir, c'est des algorithmes. Moi, je continue à croire dans l'intérêt d'avoir un éditeur. Mais c'est mon opinion à moi. Je connais des auteurs qui s'auto-publient eux-mêmes, qui sont très satisfaits de ça. Mais là, souvent, ces gens-là vont faire ils font du livre papier, ils vont faire un petit tirage de 200, 300 copies. Ça coûte cher. Mon éditeur, il part avec des milliers de copies, de 5 000 copies qui vont imprimer. C'est le même travail. Merci pour la réponse. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Non, okay. C'est juste que moi, je ne comprenais pas comment ça fonctionne et aujourd'hui, avec cette immense possibilité, moi, je pense que peut-être votre industrie va aussi changer, mais en fait, oui, je vois parce que c'est juste que chacun, quand on fait son partie de travail,
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment, parce que vous êtes comme un artiste plutôt. Oui, c'est-à-dire C'est que ça. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est-à-dire que ça, c'est plutôt le travail d'un entrepreneur. Oui. Exactement. Et ça, C'est le vendeur. les rôles absolument, les deux rôles absolument différents. Ouais. Ouais. Et Oui, mais oui, juste une oui, petite chose. allez-y. Est-ce que vous avez vos livres traduits dans les autres langues ou non? Non, mais j'aimerais beaucoup. Mais c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir les traductions aussi. Mais je ne perds pas espoir. Mais il y a toujours. Ça prend des associations entre les éditeurs du Québec et les éditeurs du reste du Canada. Mais vous savez, au Canada anglais, ils rentrent tous les livres du Canada anglais, ils rentrent tous les livres des États-Unis, ils rentrent les livres de France traduits aussi. Alors, le marché qui reste, c'est la place qui reste pour les livres du Québec traduits, elle est très, très petite. Alors, les éditeurs, ils ne vont pas souvent investir dans ça parce que c'est difficile. Pas beaucoup de place pour la traduction depuis le Québec. Alors, mais je ne perds pas espoir. Je talonne mon éditeur à chaque fois que je le vois. Merci bien, merci. Bienvenue. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci beaucoup, Mylène, d'avoir pris du temps pour venir discuter avec nous. Et j'informe Merci tout d'avoir le monde, invité. avec plaisir. Et j'informe tout le monde que le 24 novembre, nous faisons le book club de l'Alliance française de Calgary sur votre livre Yukonnaise et que si les gens ne l'ont pas encore lu, venez le lire. Il est disponible à la bibliothèque. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne Bonne soirée à tout le monde. Bonne Merci, soirée. Mylène.